Salam à toutes et à tous. Donc dans ma dernière vidéo, on a vu ensemble comment le Maroc était directement impacté par la mondialisation et comment le pays avait dû adopter un système capitaliste libéral pour opérer son développement. On a vu aussi comment le libéralisme avait façonné le pays en le rendant plus ouvert et comment il avait poussé les gouvernants à faire des concessions afin d'attirer des IDE, surtout dans le secteur de l'automobile. Le pays étant en concurrence avec la planète entière, il a dû par conséquent mettre tous ses atouts en avant. On a vu comment le Maroc misait énormément sur les énergies renouvelables et sa proximité avec l'Europe, et comment cette stratégie avait été mise à mal par la guerre en Ukraine et la récente décision de l'Union européenne de classifier le gaz et le nucléaire comme des énergies vertes, et de repousser ainsi la mise en œuvre de la taxe carbone. Ces deux dernières décisions auront un impact très important sur le développement du pays et elles m'ont amené à réfléchir à un meilleur modèle de développement pour le pays. Le Maroc doit à tout prix cesser de jouer un jeu d'échecs avec l'Europe. Le Maroc se met en position de dépendance des décisions prises au sein de l'Union européenne et cette position ne permet pas au pays de mener une politique économique endogène indépendante. Ce que je préconise en fait, c'est un modèle hybride où l'État ne se contenterait pas de mener de grands travaux d'infrastructure mais interviendrait directement dans l'économie pour créer des géants nationaux dans les limites fixées par l'OMC. Je l'ai déjà répété dans le passé, il faut qu'on arrête au Maroc de regarder vers la France et qu'on se tourne vers l'Asie et plus particulièrement la Corée du Sud. Dans ma vidéo sur la Corée du Sud, j'expliquais comment le pays avait réussi à créer des géants nationaux qui ont constitué des locomotives pour le pays. Je parle de Samsung, LG, Hyundai, Kia. La plupart de ces entreprises ont vu le jour grâce à des subventions de l'État, mais aussi grâce à des mesures de protection vis-à-vis de la concurrence internationale. Elles ont ensuite contribué à retenir la jeunesse éduquée et à permettre l'émergence d'une classe moyenne qui a boosté la demande interne de biens de consommation et permis au pays de se développer rapidement. Ce que l'on peut retenir du succès coréen, c'est vraiment la nécessité de créer des géants nationaux, de grosses multinationales capables de développer le reste du pays et servir d'aimant pour la jeunesse éduquée. Au Maroc, la jeunesse émigre à l'étranger par manque d'opportunités sur place. Nous avons seulement l'OCP avec un revenu moyen qui tourne en général autour de 8 à 9 milliards de dollars par an et qui dépassera les 10 milliards cette année grâce à la flambée des prix du phosphate. Mais l'OCP est limité par la nature de son modèle économique. Il s'agit d'une entreprise publique d'extraction minière, une entreprise qui a pour longtemps contribué à renflouer les caisses de l'État au lieu de réinvestir ses profits dans la recherche et le développement. On ne va pas refaire l'histoire, mais le conflit du Sahara a poussé l'État à puiser dans les ressources de l'OCP pour financer l'effort de guerre. La guerre de Corée a duré 3 ans, la guerre du Sahara a commencé en 1963 et elle n'est toujours pas terminée. Dans les années 60, la Corée du Sud demandait à son ancien colon des transferts technologiques ainsi que des réparations pour entreprendre la construction d'une sidérurgie. Il s'agit de l'entreprise POSCO. L'entreprise a été pendant 9 ans la sidérurgie la plus productive du monde. Je rappelle qu'au lendemain de l'indépendance, le Maroc a une dette envers la France, l'Algérie aussi doit à la France une dette qui sera remboursée grâce à l'exploitation par la France des ressources pétrolières du sud du pays dans les années 60. A l'inverse, le Japon, ayant perdu la guerre, doit à la Corée du Sud des réparations financières mais aussi de type propriété intellectuelle. C'est important de connaître le contexte historique dans lequel les pays ont entrepris leur développement. Il y a beaucoup d'opposants au Maroc qui ne connaissent rien à l'histoire et qui s'opposent bêtement à la monarchie en pensant qu'une démocratie serait plus propice au développement économique du pays. Pourtant, il y a plein de contre-exemples, il suffit de voir au Liban ou en Tunisie. La démocratisation est le dernier stage du développement économique. Si on démocratise avant de se développer, on aura un chaos politique où chaque groupe s'affrontera pour avoir un morceau d'un gâteau beaucoup trop petit. L'instabilité politique qui en résultera fera fuir les investisseurs étrangers. C'est exactement ce qui est en train de se passer en Tunisie. Un pays en voie de développement a besoin d'un État fort qui dicte au peuple la bonne politique à adopter pour le pays. Ce dont le Maroc a besoin, c'est donc d'une vraie politique industrielle avec la création par l'État de géants nationaux. Il y a un secteur considéré comme stratégique où ce genre d'initiative est possible, il s'agit du secteur militaire. Le Maroc accuse d'ailleurs un retard considérable car le pays n'a établi un cadre juridique pour la production d'équipements militaires que l'année dernière. Avant ces lois, il n'était pas possible de produire des équipements militaires au Maroc. Je n'ai pas pu trouver les raisons de ce retard, c'est complètement irrationnel quand on sait que la plupart des États modernes se sont industrialisés grâce à leur industrie militaire. Si vous regardez qui sont les pays industrialisés aujourd'hui, la plupart, à l'exception de la Corée, sont des pays qui se sont affrontés durant la Première et la Seconde Guerre mondiale. C'est pour cela que je dis que nos dirigeants devraient regarder vers la Corée du Sud plutôt que la France, qui est une vieille nation industrielle. Ce sont donc les pays qui étaient indépendants durant les 2 guerres mondiales et dont les États ont massivement investi dans le secteur militaire. Les tanks et les jeeps ont donné des voitures civiles et des engins de chantier, les avions de transport militaire et bombardiers ont donné des avions civils,
Les bateaux de guerre ont donné des bateaux civils et la liste est longue. Les pays développés ont mené une vraie politique industrielle pilotée par l'État en finançant massivement leurs industries respectives, puis ils ont établi un système international pour empêcher d'autres États d'entreprendre la même stratégie. Il y a toutefois des exceptions comme la Chine qui a la chance d'avoir une population assez nombreuse qui lui permet d'écouler sa production subventionnée. Il y a une centaine de constructeurs automobiles chinois, mais la plupart sont inexportables à l'étranger car ils sont issus de subventions étatiques. Le secteur militaire pourrait donc permettre au Maroc d'entreprendre un développement plus endogène et par conséquent moins dépendant de l'étranger. L'État peut décider par exemple d'investir dans un chantier naval militaire. Navantia en Espagne est un chantier naval civil et militaire qui est détenu par l'État espagnol. Asfat en Turquie est aussi un chantier naval militaire détenu par l'État. L'entreprise turque a été fondée en 2018 et elle emploie plus de 27 000 personnes. Imaginez si l'État marocain mettait en place un chantier naval national et que celui-ci contribuait à créer 27 000 emplois directs qualifiés. C'est des salaires pour 27 000 familles et potentiellement de l'argent pour 100 000 bouches à nourrir, corps à vêtir et divertir. Ce sont donc des retombées immenses pour l'économie nationale. Imaginez les emplois indirects que ça créerait dans le secteur de la sidérurgie, marketing digital et communication, la sous-traitance, l'innovation et la recherche, la banque et l'assurance, la logistique et le transport. L'État pourrait passer des commandes publiques, ce qui permettrait de faire tourner le chantier naval dans un premier temps, puis le chef de l'État pourrait faire des tournées en Afrique pour promouvoir les produits marocains, dont les bateaux construits par ce chantier naval. Des pays comme le Gabon, la Mauritanie ou le Sénégal pourraient nous acheter ces bateaux. C'est comme ça que ça marche. Lorsque Macron part à l'étranger, il ne part pas sans des représentants des entreprises du CAC 40 afin de signer des contrats commerciaux. Macron n'est pas un président, il est CEO d'une entreprise, l'entreprise France, et son rôle est de faire en sorte que les produits français se vendent à l'étranger. Il manque au Maroc cette vision moderne de l'appareil de l'État. Un chantier naval étatique permettrait aussi à de potentiels acteurs privés de se lancer dans la construction navale civile grâce à la présence d'une main-d'œuvre locale qualifiée. Ce chantier naval pourrait donc être la véritable locomotive dont le pays a tant besoin. C'est une stratégie qui a fait ses preuves dans bon nombre de pays, j'ai cité la Turquie, mais je peux aussi parler de la Corée du Sud et de la Chine, dont l'État est très impliqué dans la planification économique et la création de géants nationaux. La Chine se sert de son marché interne pour propulser ses entreprises pour qu'elles atteignent une maturité suffisante pour pouvoir concurrencer les géants occidentaux dans des marchés vierges comme en Asie du Sud-Est ou sur le continent africain. La Chine mène la danse du commerce international. Même si certaines pratiques sont anticoncurrentielles, le marché chinois est tellement attractif que bon nombre de pays occidentaux sont prêts à fermer les yeux lors des négociations. Le seul leader occidental qui s'est opposé à ces pratiques, c'est Donald Trump avec sa guerre commerciale. Bien évidemment, le Maroc n'est pas la Chine et ne peut pas compter sur son petit marché interne pour négocier avec d'autres ensembles d'États. C'est l'une des raisons qui pousse le pays à s'intégrer dans un espace régional pour lui permettre de mieux peser lors des négociations sur la scène internationale. Pour négocier avec un éléphant, vaut mieux être un éléphant plutôt qu'une fourmi. Le Maroc a tenté de créer une zone économique avec le Maghreb, mais c'était sans compter l'hostilité des généraux algériens qui préféreraient détruire leur propre pays plutôt que de se développer avec le Maroc. Le pays regarde désormais vers la CEDEAO pour une potentielle adhésion. Ici, il n'est pas question pour le Maroc de se lancer dans la production étatique tout azimut de voitures électriques, trains ou électroménagers, mais plutôt de se concentrer dans ce qui est autorisé par l'OMC, à savoir le développement d'une industrie militaire dans le secteur naval. Avec 5 000 millionnaires seulement dans le pays, si l'État n'entreprend pas une vraie politique industrielle parallèle à la recherche d'IDE, aucun acteur national ne le fera. On a une élite très peu entreprenante au Maroc malheureusement. Les Britanniques disent qu'ils commenceront à investir au Maroc lorsque les Marocains investisseront eux-mêmes dans leur pays. C'est une remarque très parlante de la situation économique du pays. Le pays sera voué à être dépendant des aléas du commerce international s'il ne prend pas les choses en main. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à réagir en commentaire et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.